Vous voici dans le projet compilateur. Il est divisé en deux parties, un projet compilateur et un projet compilateur test. Dans le projet compilateur, nous avons différents répertoires, dont le répertoire exception. Le répertoire exception comporte un ensemble de classes d'exception qui ont été définies. La classe MASM signale une exception en cas d'erreur de syntaxe dans la génération de l'assembleur. Not found symbole exception est une exception qui doit être déclenchée si un symbole est utilisé mais non déclaré. Parsing exception est une exception qui déclenche si un message d'erreur doit être remonté lors de la compilation syntaxique. Symbol already defined exception, comme vous l'aurez compris d'après son nom, si jamais vous déclarez deux fois le même symbole, l'exception doit être levée. Et puis value overflow exception, si on essaye d'assigner une valeur trop grande à un byte ou à un word, on doit pouvoir déclencher cette exception. Ici, il s'agit uniquement de valeurs qui sont calculables lors de la compilation, bien entendu. Si je mets mon byte B est égal à 65 000, un byte ne peut pas aller jusque-là, il faut lever l'exception value overflow exception. Vous pouvez également déclarer vos propres exceptions. Vous verrez d'autres cas, d'autres situations vous demanderont de déclarer des exceptions. Nous allons parler de la grammaire et du lexaire. Le lexaire, rappelez-vous, ce sont l'ensemble des mots-clés ou des symboles utilisés dans la grammaire. Nous avons begin, nous avons end, true, false, no operation, byte. Voilà, il manque une partie des informations du lexaire. Donc vous allez aller les piocher dans le fichier PDF et venir les rajouter ici. Simplement, par exemple, l'opération qui permettrait de faire une multiplication ou une division. Kiwi, regardez, au début, on définit que c'est une grammaire, la grammaire Kiwi. On importe Kiwi Words, donc on importe le lexaire pour que Antler, le générateur Antler, puisse savoir ce qu'il doit générer. Donc, il se base sur un lexaire. Antler se base également sur la grammaire. La grammaire a un point d'entrée qui est le mot-clé Kiwi, ici, la production Kiwi. Et la production Kiwi, si vous regardez bien dans le PDF, un programme Kiwi commence par un begin, une fin, des déclarations de variables, et puis des instructions et d'autres choses que vous devrez compléter. Dans les instructions, nous avons l'instruction print qui permet d'imprimer le contenu de AX à l'écran, et puis no operation, disant pas d'opération. Dans la production expression de droite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un identifiant, donc on pourrait éventuellement dans une expression de droite avoir un identifiant qui apparaît ici. Nous pouvons aussi avoir une expression de droite et une expression de droite qui peuvent être des nombres. Si je veux mettre en parenthèse print 5 plus 4, il m'affichera dans la console le nombre 9. On vient de l'évoquer, donc on a une expression de droite avec au milieu deux symboles plus minus qui sont définis ici. Dans le lexaire, nous avons var declaration qui prend un byte et un identifiant. Là de nouveau, ce n'est pas tout à fait complet, il faudra, en fonction de la grammaire, que vous puissiez le compléter. Le programme.cs, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais surtout n'y touchez pas. C'est un programme qui prend en argument 2
deux arguments, deux strings qui représentent le nom du fichier d'entrée Kiwi, de l'input, et le nom du fichier de sortie assembleur output. Dans la fonction main, on appelle la fonction compile. La fonction compile, que va-t-elle faire? Elle va vérifier la syntaxe avec la méthode parse. La méthode parse, que va-t-elle faire? Elle va définir, vous voyez, un handler input stream. On a un Kiwi parser token et nous allons utiliser le parseur pour faire le parse de notre code Kiwi. Et la fonction parse, la fonction Kiwi, du parseur nous renverra un arbre syntaxique dont nous avons déjà amplement parlé. Et cet arbre syntaxique va être retourné parce qu'il sera utilisé dans les autres étapes de compilation. La deuxième étape, on va construire la table des symboles à l'aide de build symbol table. Actuellement, ça renvoie une liste de strings. Bien entendu, ce n'est pas une structure adéquate pour construire une table des symboles. Moi, j'ai remplacé la table des symboles qui existait dans le répertoire table par une liste de strings. À partir de là, vous devriez être capable de construire une structure de table des symboles adéquate. Ceci, vous n'y chipotez pas, ça fonctionne plutôt bien. Au risque que ça ne fonctionne plus, la seule chose que vous devrez changer, c'est ici le type de retour de build symbol parser et le type de retour de ici la symbol table. Voilà, qui est défini dans le fichier Kiwi symbol parser qui est ici, dont on va discuter. La table des symboles est créée. Nous allons maintenant générer le code assembleur. Pour générer le code assembleur, on va utiliser la méthode printAssemblyCode. PrintAssemblyCode, que va-t-elle faire? Elle va utiliser le visiteur, dont nous allons parler très prochainement. Elle va utiliser la table des symboles. Attention, ici pour rappel, c'est une liste de strings. Vous devrez adapter la structure de la table des symboles. Que fait le visiteur? Eh bien, on accepte la visite du visiteur à travers l'arbre syntaxique. Et c'est le parcours de l'arbre syntaxique par le visiteur qui va générer le code assembleur. Quand on a récupéré le code, on va flusher le stream, l'assembly printer, le stream qui a été créé. Et puis on va fermer. Nous aurons ainsi un stream complet avec le code assembleur imprimé sur ce stream. Le stream étant un string writer, on a formaté toute une chaîne de caractères contenant le code assembleur. On va simplement demander à la fonction de retourner le contenu du stream sous format string. Ce code assembleur, on le récupère dans ASM code, donc c'est une chaîne de caractères. Et que va-t-on faire? On va créer la structure des répertoires, on s'assure que la structure de sortie est correcte, et puis on va écrire l'entièreté du texte assembleur vers le fichier output. Le fichier output que nous avons reçu en paramètres du programme. Et voilà pour l'exécution du programme. Petit rappel, on ne modifie rien dans ce fichier. Il est fonctionnel comme il est dans l'état actuel. Nous venons de parler du programme.cs dans lequel nous utilisons le symbol parser et le visiteur. Le symbol parser, c'est la classe qui permet de générer la table des symboles. On peut voir que la table des symboles ici est déclarée comme une simple liste de strings. Il est évident que ça ne convient pas comme structure de données pour une table des symboles. Rappelez-vous, pour une table des symboles, nous avons besoin du nom du symbole, de son type, éventuellement d'un emplacement mémoire. Ça dépendra comment vous gérez
les emplacements mémoire de symboles, et également un scope. Il y a des scopes englobants, etc. Donc la table des symboles est vraiment une structure de données que vous devez concevoir. Cette classe comporte pour l'instant une méthode qui a été surchargée, qui est la méthode EnterVarDeclaration. Cette méthode, elle peut être surchargée parce que Handler va générer des classes qui ne sont pas visibles ici dans l'arbre des classes. Je vais vous les montrer. Les classes sont générées dans le répertoire OBJ, debug, ici on compile en debug, .NET 6, et là, ici, que retrouve-t-on? On retrouve des fichiers tokens et des fichiers CS. Ces fichiers CS-là sont générés dans le répertoire bin. Ils peuvent être régénérés à chaque fois qu'on va modifier la grammaire ou le lexaire. Ces fichiers vont être régénérés. Voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a tout un tas de choses qui ont été générées. Et on peut retrouver, si on reprend notre symbol parser, qui hérite de Kiwi Base Listener, on peut retrouver le EnterVarDeclaration. Donc si je fais un CTRL F, CTRL V, voilà, on a une méthode virtuelle qui nous dit qu'on rentre dans la production EnterVarDeclaration. Et si vous regardez un petit peu en dessous, on fait un ExitVarDeclaration, on sort de cette production. Si on veut effectuer des opérations spécifiques, quand on rentre dans la déclaration de variable, ici, on va rajouter à notre table des symboles notre variable. Ici, on utilise simplement son identifiant. On fait un getText pour avoir le texte associé à l'identifiant. Il faudra gérer forcément le scope dans lequel cette variable est déclarée, son type, donc créer une structure de données, créer un objet de type variable peut-être, et l'ajouter à votre table des symboles. Quand on va rentrer dans une fonction, alors ici, dans notre grammaire, on n'a pas encore déclaré de fonction, mais quand on aura déclaré une fonction, on va devoir gérer le scope dans lequel la variable est déclarée. Si c'est un paramètre ou quoi, on va devoir gérer toute cette information-là. Donc, il y a fort à parier qu'à un moment donné, on aura un EnterFuncDeclaration dans lequel on va entrer dans un scope, créer un nouveau scope, l'ajouter à notre scope principal, et puis ajouter des symboles dans ce scope. Et puis, quand on aura terminé de parcourir la fonction, faire un exit funcDeclaration et retourner au scope principal. Tout ça, il faudra que vous gériez cet aspect de scope, cet aspect de déclaration de variables, déclaration, il y a des constantes, des paramètres. On peut commencer à générer le code assembleur. Donc, l'un de vous peut se concentrer sur la table des symboles pendant que l'autre commence à générer le code assembleur. Bien entendu, tant que la table des symboles n'est pas prête, il y a un risque potentiel qu'aucun des tests unitaires ne passe, puisqu'on est censé effectuer des opérations, des instructions nécessitant la table des symboles. Mais l'on peut déjà faire pas mal de choses, vérifier que chacune des opérations que l'on doit traiter imprime bien sur le flux de sortie les opérations assembleurs adéquates. Même si il manque un petit coup de tournevis à gauche à droite, ce n'est rien. L'un de vous gère la table des symboles, l'autre peut s'occuper de l'aspect assembleur, donc imprimer de l'assembleur sur le stream de sortie. Actuellement, le visiteur, il prend en paramètre la table des symboles, c'est toujours ma fameuse liste de strings,
Un assembly printer, c'est le flux de sortie, hein, c'est l'output que l'on va gérer, sur lequel on va écrire. Donc ici, dans notre cas, petit rappel, dans le programme.cs, ce qu'on lui passe, c'est un string writer. Ici, on a un assembly printer qui prend un string writer en paramètre. On va voir en parallèle ce que l'une et l'autre classe peuvent rendre comme service. On a dit que le visiteur visite l'ensemble du programme. Le point d'entrée du programme, c'est la production Kiwi. La production Kiwi que l'on trouve ici, qui elle ne devrait pas changer drastiquement. Vous devrez quand même faire une ou deux modifications ici. On va demander, lors de la visite de Kiwi, de faire un print begin, un print main end et un print end. Ici, entre chacune des étapes, il va falloir peut-être rajouter d'autres impressions de code assembleur, mais voyons déjà ce que le print begin rend comme service. Eh bien, le print begin, que fait-il? Il va simplement déclarer le début de notre fichier assembleur en déclarant, c'est un modèle small, il a une stack de 100 en hexadécimal, il y a une partie data, actuellement il n'y a rien dedans, peut-être que vous, avec votre table des symboles, vous aurez envie d'aller y mettre quelque chose, déclarer des variables. Et puis on a une partie code, la partie code qui commence par une fonction main, voilà, qui fait des choses qu'il faut faire dès le départ, donc ça on n'y touche pas, et puis qui imprime une petite ligne vide, comme ça le code essaye d'être généré, le code est généré proprement. Que fait ensuite la méthode visite Kiwi? Elle va visiter toutes les instructions, on va y revenir, et puis elle va imprimer le print main end. Qu'est-ce que cela imprime? Ça imprime la fin de programme. Donc si on a le main procfare ici, on a le main end p, donc on termine notre fonction main ici. Par quoi est-elle terminée? Par un move à h4ch int21h, c'est-à-dire l'interruption de sortie. Ça quitte le programme, tout simplement. Et puis, juste en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On a un print push A, print pop A. Qu'est-ce que c'est ces méthodes-là? On va les jeter un œil. Eh bien, c'est la déclaration de deux macros. Regardez, c'est une macro qui fait un push de l'ensemble des registres. Et puis, on a une macro similaire qui fait un pop de l'ensemble des registres. Dans le bon sens, évidemment. Donc, on a fait un push AX, on fait le pop AX à la fin. Donc, il dépile les registres dans le bon ordre. Ces deux macros-là, vous pouvez les utiliser quand vous allez écrire vos propres procédures. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais elles sont là, elles existent. Ce sont deux macros qui peuvent être utilisés. On a le print end ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça va imprimer, en plus de nos deux macros permettant de faire un push, deux autres fonctions. Une fonction qui fait un print proc print AX, c'est-à-dire que c'est la fonction qui permet d'afficher la valeur entière de AX plus un environnement newline sur le flux de sortie. Et puis on a un print proc, donc une autre procédure qui imprime un newline sur le flux de sortie également. Ces deux méthodes-là, vous n'y touchez pas non plus, elles sont là pour vous rendre service. Et puis on a une dernière fonction qui va simplement imprimer dans le fichier assembleur l'appel à la méthode printAX. Donc vous chargez par exemple le résultat d'une addition dans AX,
et vous pouvez afficher sur le flux de sortie le résultat qui se trouve dans AX. Et pour faire ça, on appelle simplement le print call print AX et la valeur se trouvant dans AX est affichée. Revenons maintenant à la partie instruction. La partie instruction, que peut-on voir? On va parcourir l'ensemble des instructions. Reprenons la grammaire. Dans la grammaire, que voit-on? On a un instruction plus, c'est-à-dire qu'on a possiblement un ensemble d'instructions, c'est pour ça qu'on fait un for each. On a les instructions, on a des instruction context, et que va-t-on demander au visiteur de faire? C'est de visiter les instructions. On va visiter les instructions parce que c'est à ce moment-ci, très précis, que l'on veut générer le code assembleur. Le code assembleur de nos instructions, où va-t-il se retrouver? Si je prends l'assembly printer, il va se retrouver entre le begin, donc le main proc var ici, et le main np ici. Donc les instructions assembleurs devraient se retrouver ici, entre ces deux blocs de code assembleur. Par contre, vos fonctions, quand vous allez les déclarer, elles devront se trouver entre l'impression du main np et l'impression de np. Pourquoi? Parce que les macros, si vous voulez les utiliser, elles doivent être déclarées avant les procédures. Et puis, nos procédures, la procédure printAX et printHandle, je la mets tout en bas pour que vous puissiez facilement retrouver vos procédures sans pour autant devoir passer d'abord les procédures qui sont ici pour atteindre les vôtres, voir si elles ont bien été générées. Donc quelque part par ici, il faudra probablement ajouter la génération des fonctions. Génération des fonctions qui se fera probablement de la même façon qu'ici. Mais dans la grammaire, pour l'instant, on ne parle pas de fonctions. À vous d'ajouter tout cela dans la grammaire. La visite des instructions, à un moment donné, on va pouvoir visiter les trois instructions qui sont déjà déclarées ici. On a une instruction plus-moins, une instruction no-operation et une instruction print. L'instruction print, que fait-elle? C'est juste l'instruction qui permet d'afficher la valeur de AX. La fonction print nous affiche le résultat dans le fichier de sortie, donc sur la console de l'assembleur. Donc quand le fichier a été assemblé et linké et qu'il est exécuté, le print AX est redirigé vers l'écran. Et dans notre cas, sera redirigé également vers un fichier de log. Ici, une instruction no-operation, mais qui ne fait pas grand-chose, pour finir, qui demande simplement qu'on ajoute dans le flux assembleur une instruction qui s'appelle no-operation. Donc c'est une instruction qui ne fait rien. Et puis ici, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On a la visite d'une expression plus-minus, c'est-à-dire ici un plus ou un moins, une expression arithmétique qui fait plus ou moins. Que va-t-on imprimer sur le flux? On va, à un moment donné, alors ici, je mets AX et BX. Ce n'est probablement pas ça que vous allez utiliser, mais c'est pour illustrer. Donc si on a une opération de type plus, on va afficher un add en assembleur. Ici, je mets un registre et un registre. Ça pourrait être un registre et une variable, un registre et une constante. Bien entendu, on a géré le plus, il faudra gérer le minus. Et pour gérer le minus, vous
rajouterai ici donc, la même chose, mais plutôt que le lexaire ce soit plus, on mettra minus. Et plutôt que de faire un add, et ben on fera un sub. Ceci, Assembly Printer, à vous de le compléter pour qu'il puisse réaliser l'ensemble des opérations qui sont décrites dans le fichier PDF. Voilà pour la présentation du compilateur. Il nous reste une ou deux choses à voir. Ici, un string error listener. Qu'est-ce que c'est? C'est un listener, c'est quelque chose qui se met à l'écoute des erreurs, les erreurs syntaxiques, les erreurs provenant de Handler. Et que va-t-il nous afficher? On a un syntax error, il va nous afficher la ligne, le numéro de la ligne où se situe l'erreur, la position du caractère, et puis le message d'erreur provenant de la compilation, provenant des classes Handler qui ont été générées, pour nous dire attention, la syntaxe n'est pas correcte, donc l'arbre syntaxique ne peut être généré. Voilà qui conclut cette présentation du compilateur. Le projet test unitaire. Le projet test unitaire reprend 4 répertoires. Le premier répertoire, MASM, est un répertoire dans lequel vous n'allez pas les jouer. C'est le répertoire qui permet de lancer l'assemblage, le linkage et le test du code assembleur que vous allez générer. Il y a un répertoire DOSBox, c'est cette exécutable là, dosbox.exe, qui va être lancé d'assembler, linker les fichiers S. Il y a un répertoire generated. C'est dans ce répertoire-là que vont être générés les tests unitaires, mais également toutes les sorties des tests unitaires. Les sorties, ce sont les fichiers assembleurs, les fichiers de log. Il y a dans ce répertoire generated un répertoire script. Ce sont 2 scripts Python qui sont exécutés lors du build. Vous avez besoin de Python installé sur votre machine et défini dans l'environnement variable pour pouvoir exécuter les fichiers Python. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, quand vous exécutez une ligne de commande, vous devez voir, quand vous tapez Python, l'interpréteur de Python qui démarre. Si ce n'est pas le cas, installez Python ou alors enregistrez Python dans les variables d'environnement. Un répertoire syntaxe et un répertoire sémantique. Le répertoire syntaxe va fonctionner avec le répertoire syntaxe qui est ici, le répertoire sémantique avec le répertoire sémantique qui est ici. Que retrouve-t-on dans ces 2 répertoires? On va commencer par la syntaxe. Ici, nous avons différents répertoires qui ont tous une structure KO et OK. Dans ces répertoires-là, que va-t-on trouver? On va trouver des fichiers Kiwi. Ici, dans KO, ce sont des fichiers Kiwi qui sont censés échouer à la compilation. De mauvaises assignations, ici probablement des valeurs qui dépassent la capacité d'un byte ou éventuellement d'un word. Alors j'en profite qu'on le voit ici. Regardez bien cette ligne-ci. Cette ligne-ci vous permet de spécifier le type d'exception qui est attendu de l'échec de la compilation. Ici, ça veut dire, attention, le fichier Kiwi qui est généré ici va déclencher une exception value overflow exception. Je vais vous montrer ici
dans les fichiers générés. Donc je vais prendre syntaxe. Nous sommes dans la partie assignation. Et pour assignation, que ce soit pour le répertoire KO ou pour le répertoire OK, pour le KO, la syntaxe n'est pas bien définie. Il y a une erreur et c'est normal. On veut que le test échoue. C'est le comportement attendu du test. Si je vais voir ce qui se trouve ici, là-dedans, qu'est-ce que je vois? Je vois simplement que la compilation a lancé les fichiers Python qui ont généré les tests unitaires. Donc ça génère les fichiers de test ici. Si vous rajoutez un fichier ici, il sera rajouté automatiquement ici dans les tests unitaires. Alors regardons un peu de plus près les tests qui sont censés échouer. Par défaut, on va attendre un parsing exception. Ici, par contre, le value overflow exception, c'est ce qu'on attend. La seule erreur de syntaxe qui se trouve dans ce test-ci, donc bad assignation underscore deck, bad assignation underscore deck que l'on voit ici, KO avec le nom du répertoire, test assignation, c'est un condensé des différents répertoires et du nom du fichier de test. Quel est le résultat attendu? Le résultat attendu est le value overflow exception. Donc ceci, c'est autogénéré. Si on met 4 caractères sharp, 4 caractères, et le nom, attention, bien respecter la case du nom de votre exception. On peut voir, vous pouvez créer vos propres tests. Donc, ici, une autre façon de contrôler la sortie de notre code. Ici, on a le résultat attendu qui est précédé de 3 caractères sharp. Le résultat attendu, on fait une simple assignation de W1, on met 69 et on imprime le 69. Instruction, voilà, on a ici l'utilisation du symbole A qui n'est défini nulle part ailleurs. Imaginons que vous ayez envie de créer un nouveau test sémantique. Donc j'ai copié un test, une instruction. Alors, je fais un print de l'instruction. Ici, attention, c'est un test sémantique, je suis obligé de lui donner la valeur de retour. 5 x 5, bien, ça fait 25. On peut demander plusieurs résultats différents. 1 fois 5, c'est 5. Donc, on va attendre une fois le résultat 5, 25, une fois le résultat 5. Ici, nous avons 5 résultats. 5 résultats qui font des instructions d'addition. Voilà. Ici, nous venons de rajouter un test sémantique. Il n'apparaît pas encore, donc on l'a mis dans instruction, il n'apparaît pas encore ici. Je vais compiler cette partie ici. Alors, vous voyez ici, c'est pas vraiment ce qu'on a mis, nous, dans notre test unitaire. On a mis de 25 et puis 5. C'est le résultat qu'on aura en tout. Donc, c'est ce que la fonction print fait. Elle imprime dans un fichier les données. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer les tests unitaires. Donc, clic droit, Run test unitaire. Voilà, on voit que tout a échoué, ou presque tout. Ceci, c'est un test qui n'a rien à voir. Tous les tests syntaxiques ont échoué. Et les tests sémantiques ont échoué également. Ils ont échoué au moment de la syntaxe. Il nous dit, attention, caractère sharp, alors que begin est attendu. Il nous explique ce qui ne va pas. Ligne 1, caractère 0, mismatch input, sharp expected begin. Pourquoi nous dit-il cela? Simplement parce que dans notre grammaire, si je reprends la grammaire,
le début de notre programme, c'est un begin, la fin, c'est un end, et il se trouve que nous, dans nos fichiers, ça commence pratiquement toujours par un caractère char. C'est quoi ceci? C'est un commentaire. Et si on regarde notre grammaire, plutôt le lexique, il n'y a rien qui définit ce qu'est un commentaire. Donc, première chose, pour pouvoir faire passer un certain nombre de tests, eh bien, c'est définir correctement la partie commentaire de votre lexique. Les fichiers sont générés ici et ils sont normalement générés dans la partie output quand la syntaxe est correcte. Je vais l'appeler basic. Donc, on va voir add new item basic print.kiwi. On va commencer par un begin. Alors, juste aller voir comment s'écrit begin. Begin avec une majuscule. Donc, on va mettre begin. On va mettre end. On peut mettre un op ici. Et éventuellement un print. Et on va mettre un ici. CTRL S. On compile. Build. On exécute les tests unitaires. Alors vous pouvez exécuter un test unitaire unique. Donc si je me rends dans sémantique, j'ai un nouveau fichier, basic sémantique, qui vient d'être créé. Et je veux tester juste ce test aussi. Je fais run. Là, il me dit expecting print ou not. Visiblement, je pense que j'ai encore fait une erreur. Donc, not. Et print en minuscule. CTRL S. Je retourne sur mon test basique. Je réexécute le test. Je viens de corriger. Run. Expecting byte. Alors, que se passe-t-il ici? Il attend la déclaration d'une variable parce que notre fichier de grammaire demande au moins une déclaration. Alors, est-ce bien raisonnable de demander ça? Je vous le demande, hein, donc c'est à vous de voir comment vous pouvez adapter. C'est une expression régulière. Doit-on avoir ou non une déclaration? On va relancer notre test. Alors là, ici, j'aurais voulu que vous voyiez ça. Il vient de lancer, alors vous l'avez aperçu très brièvement, il vient de lancer DOSBox, donc l'exécutable qui va générer les fichiers de sortie. Donc qui va assembler et linker notre fichier assembleur. Alors si on regarde dans Output, qu'est-ce qu'on voit? On voit un répertoire sémantique qui vient d'apparaître, un répertoire basic qui est apparu également. Et que peut-on voir à basicprint.sl? Ceci, regardez, on a appelé nos deux fonctions. Donc c'est ce qui a été généré. Regardez, ça c'est le begin mail dont on a déjà parlé. Ceci, c'est le endMainP. Donc quand on a le générateur, l'assembly printer, ça a affiché donc sur le string, hein, sur le flux de sortie, ceci, et puis ça a affiché ceci, et puis on a parlé de push A, pop A, et puis ça a ajouté la fonction qui permet de faire un print de AX, et la fonction qui permet de faire un print de new line. Nous avons ainsi le fichier assembleur a été généré, et puis le fichier, alors si je prends le fichier BAT qui est ici, c'est un fichier qui est auto-généré aussi, hein. Donc vous n'essayez pas d'aller jouer dedans non plus, hein. C'est un fichier qui est généré. Qu'est-ce que ça fait? Ça demande d'assembler, donc le masm.exe est appelé, avec le nom du fichier assembleur, alors c'est du DOS, hein.
Ça demande des fichiers 8 caractères de long, 3 d'extension. Donc c'est ça qu'on a ce bazar-là. Et puis ça va linker le fichier. En faisant le link, ça crée l'exécutable à partir du fichier objet. Et puis tout ça est redirigé vers un fichier de log. Et puis on supprime certains fichiers dont nous n'aurons pas besoin par la suite pour ne pas encombrer justement ce répertoire-ci. Et puis que fait-on? On appelle l'exécutable qui a été généré en faisant l'assemblage et le linkage. Et on redirige tout ça vers le fichier texte de sortie. Et puis on fait un exit 1, on sort du programme, on sort de DOSBox, assembler linké. Voilà ce que ça nous renvoie. Cette information-ci est redirigée également vers le flux de sortie du test unitaire. Le basicprint.txt, qu'est-ce qu'il a imprimé? Il a imprimé quelque chose, qui est 423, admettons. Voilà, pour chaque test unitaire, vous aurez, chaque test unitaire sémantique, vous aurez dans le bon répertoire une série de fichiers qui ont été générés. Et les fichiers, si je vais le relancer ici, run. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 423 est retourné et qu'on attend rien du tout. Donc il n'arrive pas. En cas de problème dans l'assembleur, vous auriez le fichier de log qui apparaîtrait ici, avec l'erreur assembleur. Alors pourquoi est-ce qu'il peut bien nous sortir le 423? Eh bien il faut aller voir dans le basicprint.sm, nous avons lancé cette partie ici. Dans AX, qu'est-ce qu'on a? On a une valeur qui est @data. On a fait un call de printAX, mais à aucun moment nous n'avons fait un move. Ce que nous aurions dû trouver ici, c'est move à x,1 pour que le print AX affiche 1 sur la console de sortie. Évidemment, comme j'ai supprimé tout le code fonctionnel, ici, ça ne fait qu'une seule chose, ça appelle la fonction print et ça imprime ce qui se trouve actuellement dans AX. C'est un projet qui se trouve juste à côté du compilateur, qui s'appelle grun.net master. Donc nous allons ouvrir le fichier solution. Voilà, je ne vais pas détailler l'ensemble des projets qui se trouvent ici. Je vais n'en détailler que deux. Gun-Win-Win, qui va lancer Grun en version fenêtrée. Ici, aucune modification. Par contre, ici, dans le répertoire Kiwi, dans le projet Kiwi, vous avez la grammaire, le lexaire. Pour pouvoir développer votre grammaire et votre lexaire, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à partir de Grun. Il y a également deux fichiers Kiwi, un qui est un peu complet et le deuxième qui est relativement simpliste. Attention, il faut que le setAsActive project soit seté sur GunWindow et puis vous faites Start ici. Le projet démarre et il démarre avec les informations adéquates. Alors, je vais juste vous montrer les propriétés de la fenêtre. Ici, que voit-on? On voit un fichier Kiwi. On peut le modifier. On va mettre print de 69 par exemple. On voit que l'arbre syntaxique qui est ici est mis à jour de manière automatique. Vous pouvez écrire des fichiers Kiwi tout en observant l'arbre syntaxique changer. Attention, le parseur rule qui est ici, il faut qu'il soit toujours mis sur Kiwi. Si vous faites ça, il ne sait pas
ça ne fonctionnera pas bien, il ne sait pas comment interpréter la syntaxe. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, regardez, il y a une colorisation syntaxique, mais aussi la détection d'erreurs. À ce moment-là, il ne sait pas interpréter correctement. Voilà. Si je mets quelque chose qu'il ne connaît pas, dans ma grammaire, je n'ai pas encore défini ce que c'était Word W, il me dit qu'il y a une erreur, il ne sait pas l'interpréter. Vous voyez, l'arbre syntaxique, il fait n'importe quoi. Vous pouvez voir ici également l'arbre syntaxique, hein, donc ici, mais vous le voyez ici, et vous pouvez aller sélectionner juste une production et voir l'arbre syntaxique uniquement de cette production. Il y a d'autres fenêtres, un token, vous pouvez aller voir un peu les tokens qui se trouvent dans le fichier Lexer. Ici, j'ai une erreur de syntaxe, hein, je le sais, je la supprime et c'est parfait. Voilà, donc c'est un outil qui vous permettra de travailler sur votre grammaire plus facilement. Vous fermez ici, vous éditez la grammaire qui est ici, et puis vous réexécutez. Attention, il faut toujours réexécuter. La grammaire doit être compilée dans un assembly. L'assembly est Kiwi. Si je modifie, par exemple, le Lexer, on va aller lui rajouter Word, par exemple. CTRL-S. Je le sauvegarde et je l'exécute. Je vous montre rapidement, ici, dans les propriétés du projet, que voit-on? On voit le nom de la grammaire qui se trouve ici, c'est la grammaire Kiwi que l'on va lancer. On va passer par la règle Kiwi qui est ici, et on va charger le fichier bb.kiwi qui est ici. Donc les propriétés de debug, les propriétés de démarrage, ce sont des arguments de la ligne de commande. Si vous voulez voir comment tout cela fonctionne, c'est simplement dans le programme.cs. Ici, les arguments sont parsés avec une librairie qui permet de créer justement une série d'options et de les exploiter. Donc ici, vous n'y touchez pas, vous ne touchez à rien de GNU. Vous allez juste exécuter, compiler le code Kiwi, mais il faut chaque fois, hein, je viens de le rajouter, Word, je dois réexécuter, ça recompile le tout. Alors ça recompile l'assembly Kiwi, mais ça le copie aussi, puisque Kiwi est une dépendance, une référence. Si je prends ici token, le token Word a bien été déclaré, est bien connu. Il y a juste une chose, c'est qu'il ne fait partie d'aucune production, et donc on ne sait pas savoir d'où il vient. Le mot est reconnu, mais il ne fait pas partie d'une production. Voilà, je le supprime, je vais fermer. Oups. Ici, si je fais référence, regardez, je fais référence au projet Kiwi qui est ici. C'est pour ça qu'il faut arrêter Gun et puis le redémarrer pour que le projet Kiwi puisse être compilé et inséré dans le répertoire debug.